Bonjour à tous, bienvenue pour cette 12e visio en direct du PC Course de Boulogne. Nous avons le plaisir de vous présenter cette mosaïque magnifique qui a été faite par l'école une classe de CM1 de l'école Sainte-Alexandre par Madame Ricourt-Dumas, professeure des écoles. Restez bien jusqu'à la fin de cette visio parce que la même école nous présentera également une belle surprise, donc restez bien jusqu'à la fin. Deuxième plaisir aujourd'hui, c'est notre invité du jour, un invité marquant, puisqu'il s'agit de Yann Eliès, que nous aurons la joie d'avoir en visio depuis sa Bretagne. Avant cela, comme d'habitude, nous allons faire un petit point course avec Denis. Denis, 83e jour de course. Avec une actualité très chargée. Vous l'avez tous suivi, 10 arrivées, je dis bien, en 2 jours. Ça, c'est du jamais vu dans le Vendée Globe et surtout avec des spécificités, Olivier, dans ces arrivées. Tout à fait, puisque sur les 10 arrivées, les 10 arrivées en 2 jours, ce qu'on n'avait jamais vu, il y avait 6 foilers et il y a 4 bateaux à dérive classique. Voilà, et il y a un incident, on a tous suivi les bonifications de temps, mais il y a un incident qui a retenu notre attention, un accident, c'est l'accident de Boris Herrmann, l'Allemand, qui, on le rappelle, heurte un chalutier quelques heures avant son arrivée. Olivier, quelles sont les conséquences de cette collision à quelques heures de l'arrivée? Elles sont dramatiques pour Boris, bien évidemment, puisqu'il pouvait, comme tu viens de le dire, avec la compensation à laquelle il avait droit, il pouvait encore prétendre à la victoire. Et malheureusement, son gréement a été sérieusement touché, son bout dehors a été partiellement détruit. Donc il a dû rentrer juste au Sable d'Olonne, jusqu'à la ligne d'arrivée, sous gréement de fortune, ou pratiquement. Et il a perdu, bien évidemment, toute chance de gagner ce Vendée Globe. Et ça prouve la fragilité Absolument. de tout ça. On en reparlera sûrement avec Stéphane et avec notre invité de marque, Yann Eliès, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est quand même incroyable. Un potentiel vainqueur qui ne peut pas rejoindre la ligne d'arrivée et peut-être gagner car il heurte un chalutier. C'est vraiment incroyable. Autre fait marquant, Olivier, c'est le passage de l'équateur. On le rappelle, l'équateur qui est ici, hein, l'équateur pour Stéphane, oui. et son groupe de navigateurs. Absolument. Alors pour Stéphane, c'est effectivement un fait marquant. C'est un peu le dernier fait marquant de sa formidable aventure, puisque c'est la première fois qu'il franchit l'équateur dans le sens sud-nord. Voilà, il l'avait franchi à l'aller nord-sud, et là, il le franchit sud-nord. Et puis, autre phénomène marquant pour Stéphane et son groupe, ils sont dans le poteau noir. On va y revenir avec Stéphane, parce que poteau noir, pour nous, ça n'évoque pas grand-chose. Donc, on va y revenir très prochainement avec Stéphane. Autre fait marquant pour Stéphane, c'est la régate extraordinaire dans laquelle il se trouve, puisqu'il y a au total 6 bateaux qui sont, disons, pas comparables, bien sûr, parce qu'il y a Kojiro, le japonais, qui a un bateau qui est le sister de Charal, mais disons que les autres bateaux sont à budget relativement comparable, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, de ceux qui sont arrivés déjà. Alors, Stéphane, je crois que tu es en ligne. Est-ce que tu nous entends, Stéphane, depuis Boulogne? Ah, super. Voilà. Oui, Quel plaisir de te voir, mon cher Stéphane, chaque samedi, apparaître bien, sur nos écrans. C'est vraiment super. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Content de faire du cap au nord parce que je me dis que sur la Carso, ça doit paraître sympathique, un bateau qui navigue au large des îles du Cap-Vert comme ça, sous le soleil. La réalité, elle est quand même un peu différente. Là, c'est pas une allure très confortable, c'est le moins qu'on puisse dire que je suis à 75 degrés du vent, 70-75 contre la mer. Donc ça agite fort, ça tape fort, ça mouille fort sur le pont. Donc c'est très inconfortable. Mais il fait beau, voilà. Ça serait bien que ça doit rester comme ça de 2-3 jours. Ah, on a la liaison perdu la liaison, on va peut-être la retrouver. Oui, je crois qu'on a le son déjà. Voilà, on a retrouvé Stéphane. Stéphane, est-ce que tu peux continuer à nous parler de tes conditions? Oui. Oui, je disais que ces conditions-là, un petit peu dures de remonter dans l'Alizé, elles vont durer jusqu'en gros l'ouest des Canaries. Le devant qui va normalement
normalement s'améliorer pareil avec la mer. Là, au niveau du Cap-Vert, là c'est un alizé relativement fort et une mer. Après, la mer, elle est pas démontée, hein, mais c'est juste qu'elle est hachée, donc ça fait des petites vagues courtes et le bateau arrête pas de buter dedans. Donc tous les 4 secondes, on sent que là, comme là, bam, l'étrave elle va dans la vague. Donc c'est pas le grand confort à bord, mais tout va bien. Tout va bien. Je suis content de voir que je navigue dans l'hémisphère nord et que mes routages désormais je les fais tourner en regardant les Sables d'Olonne. Alors justement, tu as passé, on vient d'en parler, un point très important qui est le poteau noir. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le passage qui a été relativement facile de ce fameux poteau noir? C'est quoi ce poteau noir, Stéphane? Le poteau noir, c'est assez simple, c'est même très très simple. C'est qu'on a la convergence en fait des vents d'alizé de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Donc pour faire très simple, l'hémisphère nord vent de nord-est, l'hémisphère sud vent de sud-est. Et tout ce petit monde converge au niveau de l'équateur, qui n'est pas l'équateur géographique mais l'équateur météorologique. Donc c'est une zone qui évolue en fonction de la saison. Et ces deux masses d'air qui convergent, ça donne une superbe zone de convection, c'est-à-dire de nuages qui se développent très très haut, avec des orages et des alternances avec des périodes sans vent. Voilà. Donc c'est assez redoutable pour les marins parce que nous, quand il n'y a pas de vent, ça ne nous intéresse pas trop. Et puis les orages, là, c'est pas de la rigolade parce que les nuages en fait se développent jusqu'à la tropopause, la limite de la stratosphère, c'est-à-dire 20 km. Il faut savoir que les orages chez nous, c'est à peu près 12 km. Donc là, vous imaginez des nuages qui font 8 km de plus de développement vertical. Ça fait des orages toniques. Oui, Stéphane, comme tu l'imagines, on suit ta course avec attention et tu te retrouves effectivement dans ce groupe de 6 bateaux. C'est une vraie régate. Est-ce que tu penses qu'actuellement vous vous tenez en quelques milles? Comment vois-tu les prochains jours? Vous êtes dans des conditions qui sont relativement stables, comme tu le disais, même si la mer est effectivement hachée. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ta progression juste au sable? J'aurais bien aimé inverser les rôles avec Cali, c'est-à-dire que lui, il est passé quasiment sans s'arrêter dans le poteau noir, et moi j'ai buté beaucoup plus fort, donc et sans que ça puisse vraiment être anticipable par rapport à la trajectoire, parce que bon voilà, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives vu mon positionnement. Et donc je misais là-dessus pour essayer de recoller, mais en fait ça a fait l'inverse, ça a fait un petit effet élastique. Il est sorti beaucoup plus tôt, donc il a recreusé l'écart. Alan a réussi à sortir aussi 6 heures avant moi, donc il a remis des milles. Kojiro a un bateau qui est explosif, puisque c'est le même que Charal, c'est un bateau très rapide. Donc ils ont pris un avantage. Maintenant, ils ont choisi là de faire un cap plus à l'ouest que moi. Et ça commence à être un risque parce qu'on n'est pas sur des ultimes non plus, hein. On est que sur des monocoques et on est déjà à l'ouest des Açores. Et il ne faudrait pas abuser des bonnes choses. Donc moi je pense qu'il va y avoir vraiment une opportunité potentielle de recoller suivant ce qui va se passer au niveau des Açores. Pour l'instant les données météo évoluent quand même beaucoup. Donc c'est pas clair l'histoire. Et puis au niveau de Didac, il est bien ralenti derrière. Et Plupart, elle a un bateau qui marche quand même moins fort au reaching. Donc normalement, je devrais réussir à les maintenir à distance. Le jeu, voilà, c'est d'essayer d'être opportuniste si c'est possible au niveau des Açores. Alors, justement, tu es près de bateaux, tu es dans un groupe de concurrents. On sait que tu discutais pas mal avec Didac. Est-ce que tu as un peu discuté avec le japonais Kojiro? Et vous parlez en quoi? Vous parlez en anglais? Comment ça se passe dans les conversations entre vous, dans un groupe de navigateurs? En général, ce qui se passe, c'est que quand il y a un navire rattrapant,
la tradition, c'est qu'il prend contact avec les navires rattrapés pour lui présenter ses hommages poliment. Et ça permet de faire passer la pilule quand on se fait dépasser. Donc le plus gentleman à cet exercice, ça a été armer le tripon, vraiment, tout en rondeur. Il y a eu Jérémy aussi, qui est un bateau très rapide qui est passé. En fait, voilà, en gros, quand on est dans le même système météo, il y a beaucoup d'échanges avec les coureurs. Et notamment dans le Grand Sud, parce que là, il y a la notion de sécurité aussi qui rentre en jeu. J'ai beaucoup discuté avec Guilac dans l'hémisphère sud, avec Pip quand je l'ai dépassé, avec toujours le bon vieux principe que j'ai pris de ses nouvelles, très poliment, en la dépassant. Et puis en vérité avec Alan et Kali, on discute depuis le début de la course, on se connaît bien. Et même quand il m'avait bien distancé, quand j'étais plus dans le même système météo, on avait beaucoup d'échanges. Stéphane, on n'oublie pas bien évidemment tous les soucis techniques auxquels tu as dû faire face. Et parle-nous un peu de ton gréement. Le gréement s'était détendu. Ça doit impliquer effectivement un certain déséquilibre au niveau de tes choix de voile pour la navigation actuelle et les jours à venir. Oui, en fait c'est assez simple. Hein. J'ai déjà un gréement de base se détend sur une distance aussi longue, et moi j'ai une cale de mât en fait qui est instrumentée pour calculer la compression, qui s'est déformée. Donc le mât il est descendu un peu, rien de gravissime, mais suffisamment pour détendre l'ensemble des haubans. Donc j'ai envisagé, je m'en suis rendu compte au milieu du Pacifique, et même un petit peu avant. Et donc j'ai envisagé différentes solutions pour retendre les haubans, mais soit j'arrive à les reprendre partout uniformément, soit vaut mieux rien faire parce que je crée des déséquilibres. Donc c'est la solution, puisque j'ai pas le matériel qui permet de retendre ce gréement, hein, qui est un gréement qui est compliqué. Donc la conséquence de tout ça, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à investiguer et à regarder le mât dans plein de configurations avec toutes les voiles. Et j'ai des configurations de voiles qui sont interdites. Voilà, par exemple, quand j'ai mon J2, mon Solent, ça marche vraiment pas bien si je prends un deuxième riz dans la grand voile. Donc après, il faut passer directement au J3. J'ai aussi des gros problèmes si je l'offre, c'est-à-dire si je serre le vent avec une voile de tête. Donc je me suis interdit aussi cette configuration-là. Donc ça fait que voilà, je me suis fait une nouvelle matrice de ce que j'ai le droit de faire et ce que je m'autorise pas à faire pour pas prendre de risques sur le mât. Donc c'est handicapant. Là dans l'instant, j'ai une configuration qui fonctionne sans me restreindre. Mais si le vent continue de monter, là, ce sera très pénalisant. Alors, écoute, merci pour cet éclairage. Stéphane, j'ai une question concernant ta barbe et ta moustache. Je pense que nous allons commander un coiffeur à ton arrivée au sable. Est-ce que tu peux nous fixer à peu près ton estimation d'arrivée pour qu'on puisse commander le coiffeur et le barbier? Non, on ne commande pas de coiffeur ni de barbier parce que je peux pas encore me faire de couette. Et tant que j'ai pas les couettes, je coupe pas. Et je veux faire aussi une petite queue sur le menton, là, c'est très mignon. D'accord, mais est-ce que tu as déjà une idée? Les ETA, oui, les ETA, ça varie beaucoup parce que en gros, j'ai l'anticyclone des Açores, je suis dans son sud, et je veux passer dans son nord. Dans son nord, c'est là que circulent les dépressions. Et suivant les modèles météo, ça se déplace beaucoup. Et le modèle de minuit, je finissais au portant assez facilement. Le modèle de midi, je finis au préféré. C'est pas la même histoire. Donc on va dire que si c'est des conditions favorables, ce sera le 9-10 février. Et si c'est les modèles défavorables, ce sera le 11-12 février. Voilà. Ok, donc écoute, pas de barbier pour le 11-12 février, mais nous serons là.
Stéphane, tu sais qu'on a un invité de marque aujourd'hui qui est Yann Eliès. Yann, est-ce que tu nous reçois et est-ce que tu peux échanger peut-être un petit peu avec Stéphane qui est à l'écoute? Ouais, bah salut Stéphane. Moi j'avais une question à te poser. Je sais que on n'a pas eu vraiment le temps de découvrir toutes les configurations et les performances de ton bateau, et je voulais savoir si maintenant au bout de 80 jours, tu as réussi à trouver des configurations dans lesquelles ton bateau avance de façon optimum. Je pense au ballast et puis au pilote automatique et puis aussi au réglage de foil. Oui, salut Yann, content d'échanger avec toi. Effectivement, c'était un choix un petit peu risqué de faire autant de modifications sur le bateau l'année du Vendée Globe. Et bien sûr, quand j'ai pris cette décision, je n'avais pas anticipé qu'il y aurait eu confinement. Et ces 2 mois perdus, c'est un gros préjudice sur la compréhension du bateau et la stabilisation, la préparation. Et pour répondre à ta question, en termes de configuration, j'ai pas arrêté d'apprendre. J'ai pas arrêté d'apprendre comment fonctionne ce bateau. Et il y a vraiment des configurations où c'est vraiment très favorable. Et globalement, au début de la course, j'étais souvent à 95% des polaires. Et là, j'arrive plutôt dans les 105. Donc c'est un bon signe. Ça veut dire que je commence à trouver l'optimum du bateau, et c'est vrai que avec les foils, ça rend les choses très différentes. En termes d'équilibre, il faut avoir globalement un bateau un peu plus sur l'arrière, des voiles plus vrillées, un bateau qui est moins toilé. Et pour moi, qui n'avais pas cette expérience-là, il y a eu pas mal, on va dire, de déchets, le temps de trouver les bonnes configs, d'effets, de voiles. J'ai eu beaucoup de tendance en début de course à vouloir mettre trop de toile et à m'épuiser, à changer parce que je me rendais compte que c'était pas les bonnes configurations. Donc là, j'ai gagné beaucoup d'efficacité et maintenant je vais directement à la config qui marche. Ouais, puis surtout, ça doit être super sympa là d'être à l'attaque et au contact des autres marins qui sont avec toi. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à accrocher une 16e place? J'imagine que ça doit être ton vœu le plus cher. J'y travaille, surtout que à Lannes, on court à peu près toujours l'un à côté de l'autre. Et en général, c'est alternativement l'un ou l'autre qui prend l'avantage. Et là, c'est mon tour. C'est mon tour, donc il faut qu'il soit fair play là. Non, mais blague à part, oui, bien sûr, je vais tout faire pour leur griller la politesse. Maintenant, ils ont un avantage, bien sûr, en distance au but. Et 100 et 280 000, ça se récupère pas comme ça d'un claquement de doigts avec des bateaux qui ont des potentiels similaires. Donc pour y arriver, il faut que j'ai une situation météo qui m'offre des opportunités, que j'arrive à saisir. Voilà, et que éventuellement qu'ils commettent quelques petites erreurs et que moi j'arrive à être bien inspiré dans mes choix. Il reste quand même 3000 milles, donc 3000 milles, ça rend les choses faisables. Mais c'est un beau challenge pour finir la course, c'est motivant. Ça permet d'être en course jusqu'au bout et de rien lâcher. Stéphane, un grand merci pour cet échange avec Yann. Nous allons poursuivre avec Yann un peu plus tard sur différentes questions. Est-ce qu'il est possible de te demander, comme la semaine dernière, de nous faire un petit 360 degrés du cockpit du bateau, ou est-ce que les conditions ne le permettent pas? Allez, ici on sort, il faut juste que je me cramponne un peu. Hop, alors je tourne le téléphone. Non, je vais pas prendre de risque, mais c'est sûr que c'est des allures avec les foils là où... là j'entends que j'ai un grondement à l'arrière, j'ai pris une algue.
une sargasse dans l'hydrogénérateur. Bon, après voilà, la mer elle va rendre toute plate parce que les objectifs ça écrase les images. Et voilà un bel alizé. La dernière fois je vous montrais un alizé qui était un peu faiblard. Et là c'est un vrai alizé. Toutes les voiles matossées au vent. Hop. On va la regarder un peu sous le vent, comme ça vous aurez eu le panorama complet. Merci Stéphane. Écoute, Je c'est me focus. magnifique. Donc là on voit une sargasse. Merci Stéphane pour ces superbes images. Écoute, on te souhaite Voilà le meilleur pour les voilà 3000 milles à l'ambiance. venir. On est sûr que tu vas les gratter. Et on te dit à samedi prochain pour une nouvelle visio. Porte-toi bien, prends soin de toi et du bateau. Merci beaucoup. À bientôt pour la suite et la fin de l'aventure. Absolument. À Bravo à samedi toi. prochain, Stéphane. Salut Stéphane. À Bravo. samedi. À bientôt. À bientôt. Yann, tu es toujours avec nous, j'espère. Ouais, bien sûr, bah, Bon. Écoute, je goûte ces images avec passion et je trouve, enfin, en tout cas, je suis toujours impressionné par la lucidité de nos marins et en particulier de Stéphane. Je trouve que malgré 80 jours de mer, il reste d'une lucidité incroyable et on voit qu'il est heureux en mer, cheveux hirsutes et barbe au vent, mais en tout cas, on voit bien que ces marins, au bout de 80 jours, maîtrisent leur milieu et leur machine. Ils sont vraiment devenus des marins à part entière. ben, c'est justement pour ça qu'on a le plaisir de t'accueillir, parce que Yann, tu es sûrement l'un des meilleurs au monde dans la spécialité de ce type de navigation. Pour rappel, tu as gagné quand même 3 fois la Transat Jacques Vabre, mais pas que, Olivier. Triple vainqueur de la solitaire du Figaro. Il faut rappeler que seuls 5 skippers ont réussi ce score de 3 fois gagner la solitaire du Et oui, Figaro. c'est le club des 5, le fameux club des 5, dans lequel il n'y a que le top, vraiment du top, du top, du top, dont Yann fait partie. Également 2 participations au Vendée Globe. On se souvient tous, bien sûr, de l'aventure de 2008, où Yann, malheureusement, s'est sévèrement blessé avec cette fracture du fémur qui reste dans les annales de la course. Oui, j'étais directeur de course à l'époque et je me suis occupé avec Erwan Steff, le préparateur de l'ami et le chef d'équipe de Yann, et on a tout fait pour que Yann retrouve la terre ferme en Australie, grâce au Dr Chauve également, et ça reste évidemment dans les annales de la course. Et puis Yann s'est engagé une 2e fois, Olivier. En 2016, et là il a bouclé, il a terminé 5e de ce Vendée Globe 2016. Bravo. Et puis, ce n'est pas tout. Non. Double vainqueur du Trophée Jules Verne. Alors, on rappelle, Trophée Jules Verne, aller le plus vite possible avec un multicoque autour de la planète. Et il n'y a pas beaucoup de marins qui ont battu 2 fois ce record, dont Yann, qui est avec nous aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il arrive souvent qu'avant un départ de Vendée Globe, le skipper est une doublure. Et en l'occurrence, Yann avait été la doublure, en cas de pépin pour Charlie Dalin, était la doublure de Charlie Dalin. Il aurait certainement fait aussi bien que Charlie. Et c'est justement pour tous ces titres, tous ces records, toutes ces navigations que, en fait, Yann est venu dans la préparation de Stéphane et fait partie de l'équipe pendant cette préparation. Donc voilà, on va voir quelques photos pendant notre entretien avec Yann où on voit très bien Yann et Stéphane dans les périodes de préparation. Ce qu'on peut dire, c'est que Yann est un observateur avisé et expert de ce Vendée Globe. C'est pour ça qu'on est ravis de l'accueillir sur notre émission aujourd'hui. Alors, moi j'ai tout de suite une question, Yann, c'est cette 9e édition du Vendée Globe, on la trouve un peu spécifique, pas comme les autres. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour toi? Comment est-ce que tu la caractériserais par rapport à toutes celles que tu connais très bien? Bah, je trouve que cette édition a été marquée par une météo vraiment spécifique. On va dire que les hommes et les machines avaient de grands espoirs avant le départ de cette course, avec des foils, des bateaux neufs, des bateaux quasiment volants qu'on avait vus sur les banques images.
Et puis c'était sans compter la mainmise finalement de la météo et de la terre sur cette course, puisqu'on a vu que à chaque fois que les premiers arrivaient à prendre un petit peu d'avance ou arrivaient à s'échapper des petits copains, des 5 bateaux qui les suivaient, à chaque fois ils se sont retrouvés dans une situation de blocage météorologique qui à chaque fois a resserré, compressé les 10 premiers et qui n'a pas permis à ces fameux foilers de s'échapper. Donc voilà, jusqu'au dénouement final quasiment, puisqu'effectivement Yannick Bestaven avec des vents un tout petit peu plus favorables, des vents un petit peu plus forts et un peu plus favorables, lui ont permis de revenir et de gagner pour 2 heures seulement. Alors ça ne cache pas, ça n'empêche que Yannick est un formidable compétiteur et qu'il est allé chercher cette victoire. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a marqué sur cette édition 2020-2021. Alors Yann, ce qu'on a noté aussi sur cette course de 2020, c'est une certaine augmentation des incidents techniques sur pratiquement tous les bateaux. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre, de par l'évolution technologique peut-être trop forte de certains bateaux? Quelle est ton analyse de cette situation particulière? Je crois qu'à l'instar de la préparation de Stéphane et de Time for Ocean, tout le monde a subi de plein fouet cette crise sanitaire. Tout le monde était sur des plannings bien huilés, bien managés. Et puis voilà, ces 2 mois à 3 mois ont ralenti tout le monde et pour les plus justes en temps n'auront pas permis de développer et d'acquérir des connaissances et fiabiliser leur bateau. On peut rappeler qu'il normalement il y avait 2 traversées de l'Atlantique au programme en 2020, une qui partait à Transat Anglaise, qui partait de Brest pour rallier New York et le retour pour les IMOCA. 2 transats en moins dans une préparation, c'est vraiment une grosse amputation dans la préparation. On peut quand même noter effectivement que le pourcentage des abandons est très faible. Moi, ce qui m'a surtout marqué, je dirais, c'est cette capacité de cette nouvelle génération de marins à venir à bout de problèmes techniques vraiment majeurs. Ils m'ont vraiment tous impressionné par leur capacité à réparer des choses qui me semblaient incroyables. Des montées au mât, je crois qu'il y en a eu plus d'une trentaine. Ça, par contre, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a eu des éléments, tout ce qui est autour du calcul du vent, donc des girouettes, et puis des hooks en tête qui ont posé problème. Sans doute un petit peu par manque de temps. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'étais impressionné par ces marins dans leur capacité à trouver des solutions que moi j'aurais même pas imaginé il y a 4 ans en fait. Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser, Yann, c'est une question, que les télécommunications, le WhatsApp en Wi-Fi, avec du haut débit, en permanence avec la Terre, a aidé ces marins dont tu parles à réparer des choses parce qu'ils avaient une forte équipe à terre qui leur donnait des tutos et qui les renseignait sur la façon peut-être de réparer. Est-ce que c'est une hypothèse envisageable pour toi ? Je sais pas si effectivement WhatsApp est un moyen de communication qui permet de mieux réparer. Non, je trouve qu'ils ont fait vraiment preuve d'une abnégation incroyable. Et puis je pense que quand on voit le petit copain qui monte en tête de mât, qui arrive à affaler son J2, là, sa voile qui est fixée sur l'été principal, qui la rentre en soute, qui la répare, qui la ressort de la soute, la renvoie, on se dit finalement que l'impossible est réalisable. Et comme ça, de fil en aiguille, ils se sont motivés, surdépassés, ils ont renchéri sur leur capacité à réparer. Et je crois même plutôt que peut-être WhatsApp les a rendus encore un petit peu plus dépendants de la Terre et de leurs proches. Et je ne sais pas si ça leur a vraiment servi. Je sais qu'ils échangent beaucoup entre eux, mais c'est un canal qui sans doute les rend un peu trop proches des terriens, qui leur donne l'illusion en tout cas d'être plus proches des terriens, alors qu'ils en sont encore quand même très loin. Et comme tu le dis, Yann, effectivement, Stéphane a fait des transformations assez importantes sur son bateau au printemps 2020.
il n'a pas eu le temps, de par la crise sanitaire, de faire tous les essais ou de rodage nécessaires. Il n'empêche qu'on a affaire à un ingénieur. Et comme tu le dis, il a trouvé à chaque fois des moyens de régler, si ce n'est totalement, en tout cas partiellement, ces problèmes. Je pense à ces problèmes de hook, qui étaient tout à fait incroyables, où il devait s'arrêter derrière l'île Macquarie. Et finalement, il a réussi à éviter cet arrêt, ce pit stop. Est-ce que tu penses que, en naviguant actuellement dans un groupe de bateaux où finalement les budgets, on a affaire à des budgets relativement modérés, est-ce que tu tires une certaine conclusion de ce phénomène, c'est-à-dire des bateaux à budget limité qui effectivement ont souffert mais ont pris un peu de retard? Comment tu vois la chose? Est-ce que tu penses qu'il y a des leçons à retirer de tout ça par rapport à la tête de course? Je ne sais pas si on peut tirer effectivement une généralité des budgets. Ce qui est sûr, c'est que sur un Vendée Globe, il faut maîtriser le temps et l'argent dont on dispose et être capable de mettre en adéquation, si vous voulez, les deux. C'est-à-dire que quand on a un budget assez serré, on dispose moins de main-d'œuvre et donc les choses prennent plus de temps à être réalisées. On peut arriver à les réaliser in fine et arriver au même résultat qu'une équipe qui aurait plus d'argent. Donc du coup, il faut avoir un objectif et de développement technologique qui soit en adéquation avec les forces humaines dont on dispose. Et je crois que ça a été la clé de la réussite cette année. Et sans doute ne pas avoir un programme de développement trop ambitieux. Surtout qu'effectivement, ces 3 mois de confinement dans l'année ont d'autant plus mis en difficulté les équipes qui étaient déjà juste en temps. Et je rappelle que le temps ne s'achète pas, malheureusement. Dans une préparation. Alors, parlons préparation, justement, Yann. On assiste avec beaucoup de plaisir à la fin de ce Vendée Globe 9e édition. Quel est ton futur? Comment est-ce que tu vois le futur de Yann Eliès? Tu avais un projet de bateau neuf pour ce Vendée Globe. Et qu'est-ce qui se passe pour le futur immédiat? Comment tu vois les choses pour toi? J'ai l'impression que le modèle économique proposé par Yannick Bestaven, Bureau Vallée avec Louis Burton, c'est-à-dire d'arriver à racheter un bateau de la dernière édition et d'avoir un programme finalement de développement technologique assez restreint, mais d'essayer de naviguer le plus possible, d'apprendre de sa machine, de la faire progresser et de la fiabiliser, ça me semble être un bon compromis, tant en termes de budget que en termes d'objectifs sportifs, parce qu'on voit qu'on peut arriver à démontrer sa qualité sportive, quel que soit le budget dont on dispose. Ce que je retiendrai, c'est que je ne ferai pas un autre Vendée Globe à terre, quel que soit le budget et le sponsor et le bateau que je trouverai. J'irai en mer, je démontrerai ce que je suis capable de faire sportivement, mais il est hors de question qu'en 2024, je ne sois pas présent. Donc il y aura une concurrence avec Stéphane. Voilà, donc, écoute, ouais, c'est mon vœu le plus cher, qu'on soit côte à côte et qu'on puisse se préparer sur nos propres projets, mais qu'on puisse se préparer tous les deux, ce serait sympa. Alors, tu as parlé de temps, tu as parlé de budget. Il me semble qu'il y a un autre élément qui est fondamental, c'est la qualité de l'équipe. Comment ça se passe pour une équipe formidable pour toi? C'est quoi une très bonne équipe de préparation pour un Vendée Globe? Je dirais que c'est déjà l'association entre 2 hommes ou 2 femmes. En tout cas, chaque skipper, on l'a vu, notamment dans les budgets, dans les équipes qui sont arrivées en vainqueur. Il y a une pièce maîtresse dans chaque équipe. Chez Stéphane Le Diraison, c'est Solène Loyau que j'ai pu côtoyer et dont on sent qu'elle est investie à 100% aux côtés de Stéphane et elle tient la maison, elle tient la baraque au quotidien. Et moi, j'avais Erwan Steff, comme tu l'as dit tout à l'heure, à mes côtés. Je pense à Jean-Marie Doris pour Yannick Bestaven. Je pense à Antoine Carraz pour
Charlie Lalinde, Apivia. Sans ces personnes de confiance ultra impliquées qui sont à vos côtés au quotidien, nos projets ne peuvent pas fonctionner, tout simplement parce qu'il faut continuer à faire tourner l'entreprise et l'équipe quand le bateau est en mer. Donc il faut vraiment avoir un bras droit, une béquille, je dirais, sur qui se reposer. Et j'ai trouvé cette personne idoine dans l'équipe de Stéphane, dans la personne de Solène Loyau, qui m'a beaucoup impressionné par son investissement et ses compétences. Et voilà, je tenais à lui rendre hommage et sa place, et sa véritable place là aujourd'hui. Donc je sais qu'elle m'entend. Mais en tout cas, ouais, j'étais impressionné par son niveau de compétence et son engagement. Alors, il faut rappeler juste une information très importante, c'est que Solène, qui fait merveille comme en mer, on a Stéphane, grand marin, on a grand team manager à terre, qui est Solène. Et en fait, Solène ne vient pas du tout de ce milieu marin. Elle y est venue par passion. Et ça, c'est remarquable. Je trouve que c'est un message d'espoir. Je l'ai rencontrée il y a 4-5 ans où elle m'a dit « Je veux absolument faire du bateau à voile ». Et à force du poignet, à force de travailler, à force d'intelligence, elle a réussi à devenir team manager pour le Vendée Globe. Et je trouve que c'est un formidable message d'espoir. C'est-à-dire, quand on veut vraiment un poste, une situation, un espoir, une ouverture sur le monde, ce qui était le cas de Solène qui était autrefois dans le commerce, eh bien, on arrive à ses fins. Et je crois que tu as raison, Yann, de lui rendre hommage. C'est vraiment quelqu'un qui a été fondamental, en tout cas, dans le tour du monde de Team 4Oceans. Oui, absolument, je ne peux que confirmer. Yann, écoute, merci 1000 fois de t'être rendu disponible pour cette visio. On espère te voir peut-être à l'arrivée de Stéphane au Sable. Et en tout cas, on te souhaite le meilleur pour les projets à venir. Et on te verra en 2024, certainement. Merci encore pour ta disponibilité. Merci à vous. Je me permets juste, avant de conclure, de saluer les quelques 13 000 personnes à Boulogne ou peut-être ailleurs qui nous suivent régulièrement. Parmi ces 13 000, il faut citer la trentaine d'étudiants de l'école de commerce l'ESCA qui ont formé effectivement un groupe spécifique qui s'appelle ESCA Sailing, qui suivent Stéphane avec passion. Ils ont même, je crois, navigué avec Stéphane. Ils ont fait une course avec Stéphane. Et ils en ont un souvenir, mais alors émerveillé. Et tellement émerveillé qu'ils ont décidé effectivement de soutenir à terme le projet Time for Oceans. Donc on aura besoin d'eux, on compte sur eux pour 2024. Les mois et les années à venir. Voilà. Avant de conclure également, nous allons vous passer comme promis une petite visio qui est une magnifique surprise de cette école de la classe CM1 de l'école Saint-Alexandre, que nous remercions vivement. À vous tous, bonne semaine et à samedi prochain. Stéphane sera presque arrivé. Au revoir. Au revoir. N'a pas de frontières, il nous entraîne vers les océans, nous emmenant au bout de la terre et recommence tous les 4 ans. Pendant des semaines, l'équipe se prépare, elle imagine tous les contretemps et un beau jour, voici le départ. D'être gagnant, et quand soudain la mer se déchaîne.